Bonsoir. Alors pour tout vous dire, pour tout vous avouer, Boris et moi-même, on a des discussions assez passionnées depuis 3 ou 4 ans. Alors ça peut être l'écologie, ça peut être l'Algérie, ça peut être le temps qui fait, la plage, le soleil. Voilà. Et parmi toutes ces discussions, on avait fait une interview, c'était en janvier dernier, où Boris, d'une manière assez prophétique, disait « Mais pourquoi l'espèce humaine ne disparaîtrait-elle pas à l'épisode d'une grippe, par exemple ?» C'était assez prémonitoire, parce que, bien sûr, il y a la pandémie maintenant qui nous tient par la barbe, en quelque sorte. Alors, on a peu de temps, parce que Boris doit aller à Lyon, là. Donc, on a un quart d'heure pour introduire un peu ce spectacle, qui est sur cette question simple, fondamentale, donc la plus compliquée, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la nature? C'était l'objet de notre discussion au mois de janvier dernier. Et Boris, je voudrais vous demander comment vous situez justement cette crise sanitaire, mais qui a priori aussi a une relation avec une crise écologique, dans un cadre plus vaste que celui de l'actualité immédiate, parce que je trouve qu'on a souvent le nez collé sur la vitre du présent. Ça nous empêche parfois de voir le monde d'après, et on a du mal aussi à voir le monde d'avant. Est-ce que vous pourriez nous donner cette vision d'ensemble, cette perspective finalement, prendre de la hauteur et replacer tout ça dans un contexte? D'accord. Vous n'avez pas une question plus simple? J'ai cherché, mais j'aurais toujours rien trouvé, je suis désolé. Alors, j'emploierai pas le mot crise, parce que le mot crise vient de la médecine. Je parle avec lui, tout d'un coup, il tombe, il convulse, il reprend conscience et il finit sa phrase. Ça, c'est la crise d'épilepsie, c'est la crise. Moi, j'emploierais le mot de catastrophe. Kata, coupure, strophein, en grec, prendre un virage. Donc, c'est une catastrophe écologique qui entraîne une catastrophe économique. Donc, le virage va être humain. Comment va-t-on faire pour vivre ensemble alors qu'on est ruiné et que nos enfants et nos petits-enfants devront payer la dette qu'on est en train d'accumuler aujourd'hui? Et est-ce que cette catastrophe n'est pas en train de remettre en cause toutes les valeurs qui ont construit la condition humaine jusqu'à aujourd'hui? Alors toutes les valeurs peut-être pas, mais beaucoup de valeurs. Notamment ce qui provoque, au point de vue philosophique, jusqu'à maintenant, on pensait que l'être humain est au-dessus de la nature. Et on découvre que l'être humain est dans la nature et que s'il détruit la nature, eh bien, il partira avec elle. Et alors, il y avait des gens qui le disaient comme ça, hein, depuis longtemps même, mais c'était pas entendu. Mais non, c'est pour dans longtemps, c'est pour dans des millions d'années. Eh ben non, c'est pour aujourd'hui. Alors ça, c'est la grande question, c'est la grande révélation même de cette catastrophe. Donc le problème maintenant, c'est comment va-t-on affronter la catastrophe? Qui sont ces catastrophes virales ou bacillaires ont toujours existé depuis qu'on fait de la culture, depuis qu'on fait de la technologie culturelle, depuis qu'on construit des champs pour élever les animaux, depuis qu'on cultive des champs, ce qui organise la société. Il y a tout le temps des épidémies de virus, de typhus, de choléra, de bactéries, de tétanos, et ça se répète depuis cette époque. Donc là, ça se répète encore une fois, sauf que maintenant, on est 8 milliards sur Terre, et que le transport du virus prend une importance incroyable, à laquelle on réagit de manière incroyable. Parce que dans toutes les épidémies de peste jusqu'à maintenant, et à Marseille, il y en a eu énormément. Il y a eu le siècle des pestes, 15e, 17e, où tous les 3 ans, il y avait une nouvelle épidémie. Et quand j'étais enfant, on baignait dans la polio, on baignait dans la variole, on baignait dans le croup de la diphtérie, et on vivait avec ça. Et on a cru qu'on avait liquidé tout ça. Eh bien non, on ne l'a pas liquidé, au contraire, c'est nous qui produisons le virus, qui le fabriquons, et c'est nous qui le transportons. Donc maintenant, il va falloir peut-être découvrir comment on va essayer de vivre ensemble d'une autre manière. Et l'humanité peut-elle tirer un certain profit social, intellectuel, d'une catastrophe?
si je comprends bien, une catastrophe n'est pas tellement catastrophique, parce qu'il en restera toujours, quelque part, des vivants, et puis il y a une leçon à tirer, c'est ça? Alors, ça, c'est si on meurt, c'est désastre. Dé, privatif, astre, une étoile s'éteint, la vie est finie. Alors ça, c'est le désastre. La crise, c'est on reprend sa vie comme avant. Le désastre, ben, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer, la planète est morte. Et la catastrophe, c'est on coupe et on vire. Et là, donc, il faut comprendre et inventer une nouvelle société. Or, ce qu'on voit actuellement, c'est peut-être ce que j'ai dit dans l'excellent livre qu'il a gouverné, sur ce virage écologique qui est le nôtre. On voit qu'il y a déjà 3 tendances qui se mettent en place. Une première tendance, des gens qui disent on est ruiné, ce qui est vrai, et c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer la dette qu'on est en train d'accumuler aujourd'hui. On est ruiné, et il y a des gens qui disent il faut repartir encore plus fort qu'avant pour rattraper. C'est exactement comme ça qu'il y a eu le siècle des pestes. Il faut rattraper, il faut regagner l'argent, et à ce moment-là, la peste de 1348 qui est partie de Marseille est une illustration de ce que je vous propose. La route de la soie est une merveille technique, une merveille artistique. La route de la soie, merveille culturelle. Les chameaux, puis les chevaux traversent plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs religions, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, tout ça, ça se mélange pour faire une très belle aventure artistique et technique, commerciale. Puis pour gagner plus d'argent, la caravane s'arrête à Antioche, en Syrie, prend des bateaux, et ces bateaux arrivent à Marseille. Sauf que là, il y a des réserves alimentaires. Les rats s'installent dans les réserves alimentaires et apportent la peste, le bacille de la peste. Le bateau s'en va avec sa cargaison de soie et sa cargaison de peste. Plusieurs marins meurent en cours de route. Ils doivent être en quarantaine dans les îles du Frioul, près de Marseille. Et la nuit, il y a la foire à Beaucaire, avant Avignon, et la nuit, les commerçants débarquent les ballots de soie pour aller à la foire à Beaucaire, pour gagner un peu d'argent. Ils gagnent peut-être un peu d'argent, mais la peste démarre en Europe, et 2 ans après, 1 Européen sur 2 est mort, pour gagner un peu d'argent. La technologie a fait une merveille, la soie et la route de la soie, et l'appât du gain a tué 1 Européen sur 2. C'est une catastrophe. Parce que le servage qui a existé en 1348, les hommes étaient vendus avec la terre. Quand le seigneur vendait son château et sa terre, il vendait les hommes qui étaient dessus, qui appartenaient à un autre propriétaire. 1 paysan sur 2 meurt. On a besoin de manger. C'est eux qui savent cultiver. On les courtise, on leur donne des conditions de travail bien meilleures qu'avant, ils se remettent au travail, on mange, le servage disparaît en 2 ans sans aucun débat culturel, tellement on avait besoin d'eux. Donc voilà, ça c'est l'exemple de la catastrophe, où il y a coupure, on meurt pour gagner un peu d'argent. Alors en disant ça, je pense aux restaurateurs. C'est ce qu'ils disent, il faut gagner. Si vous m'imposez un confinement supplémentaire, je vais être ruiné. Ce qui est vrai. Ils demandent à ne pas être ruiné, à gagner un peu d'argent, ce qu'on peut comprendre. Puisque vous avez prophétisé au mois de janvier dernier, alors depuis cette séquence du monde d'après, c'est vraiment introduite dans la réflexion. Moi, j'habite un petit village de Touraine. Avant, je voyais les voitures passer doucement devant chez moi. Quand on était déconfiné, j'ai vu des bolides passer comme jamais j'en avais imaginé. Il y a une sorte de vengeance. Bon. Mais je vois aussi des gens qui ont peut-être pris aussi conscience qu'il y avait effectivement un lien que vous évoquiez tout à l'heure entre le fait qu'on va éduquer des animaux, on va vivre en proximité, on va les élever. À cause de cette proximité, on va tomber malade. Voilà, donc l'affaire du pangolin, effectivement, je crois, est assez parlante à ce niveau-là. Alors si on essaie de se projeter au-delà de tout ça, de cette actualité qui nous étreint, comment est-ce que vous verriez ce monde d'après? Vous avez prédit qu'il y a une catastrophe. Comment on sort de cette catastrophe? Comment on se réinvente? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut réinventer? Est-ce que c'est l'innovation sociale?
Vous avez parlé des paysans qui trouvent une sorte de plus-value inattendue pour sortir de leur servitude. Alors je ne sais pas, qui par exemple actuellement est en servitude? C'est une question. Qui pourrait sortir de cette servitude à l'issue de cette crise, de cette catastrophe? Alors effectivement, c'est la question qui se pose logiquement. Ce qui provoque le virus, c'est l'élevage des animaux, et notamment la viande. C'est-à-dire qu'actuellement, on constate qu'il y a des élevages énormes en Chine, en Argentine et dans d'autres pays, en France aussi. Une grande partie de l'agriculture est consacrée à donner des végétaux à manger pour ces animaux, pas pour les êtres humains, pour qu'on puisse avoir de la viande à manger. Or, ces grandes concentrations de viande, c'est là que se fabrique le virus. Mais là, c'est nous qui le fabriquons. Le virus existe en conditions naturelles. Quand j'ai fréquenté des primatologues qui m'ont montré comment les gorilles jouaient, et puis de temps en temps, ils attrapent un petit singe assez lobe, qui est un singe très rapide, et ils ne l'attrapent pas, ils le cueillent, ils le cassent en deux, et ils le mangent encore chaud. Sauf que le singe s'est débattu, il s'est griffé dans les branches, il a des excoriations, c'est là que se fabrique le virus. Et il y a des épidémies virales chez les singes, chez les chimpanzés, chez les gorilles, j'ai eu l'occasion d'en voir. Et il y a des paralysies faciales qui, quand il n'y a pas une tumeur, la paralysie faciale périphérique, elle est d'origine virale. Et quand un singe a une paralysie faciale, ils ne communiquent plus. Et les autres singes ne comprennent pas. Il y a un langage préverbal, hein, c'est très codé, ça communique des informations, c'est pas des cris hasardeux, c'est structuré, c'est un langage. C'est pas un langage verbal, mais c'est un langage. Et les singes ne comprennent plus. Alors ou bien ils l'agressent, ou bien ils s'enfuient. Mais comme il n'y a pas de culture de la viande, comme il n'y a pas les transports par avion, par train, l'épidémie s'éteint en quelques semaines et elle s'arrête. Or, nous, on fabrique le virus avec ces grands élevages d'animaux, on fabrique le virus et on le transporte. Alors là, c'est le pangolin, les chauves-souris, avant c'était les cochons et les oiseaux, enfin, c'est le même principe. Ça fabrique. Sur le plan biologique, c'est rien, c'est un petit brin d'ADN, c'est rien. C'est fabriqué par notre civilisation. Et nous, alors, on l'a répandu sur la planète entière. Et même en se déplaçant, on entretient, on transporte le virus. Alors il faut maintenant qu'on soigne ce qu'on a provoqué. Alors qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il y a eu une épidémie de virus, une catastrophe virale ou bactérienne, et il y a eu des siècles de peste qui se répétaient régulièrement. Comment on s'en sort? Il y a 3 évolutions possibles. Tout à l'heure, je disais, on reprend comme avant, encore plus fort. Il y aura une épidémie dans 3 ans. Avec un nouveau virus, on ne connaîtra pas sa formule chimique, on ne connaîtra pas son impact clinique, et tout sera à recommencer. Deuxième solution, ça commence maintenant, et je pense que ça va s'aggraver dans les mois qui viennent. Il va y avoir des ruines, il va y avoir du chômage, il va y avoir beaucoup de désespoir individuel et social. Donc il va y avoir un chaos social. On voit que dans des pays, plus rien ne fonctionne. Et chez nous, ça commence à arriver. On voit qu'on ne peut plus prendre de décision. Parce que comme le virus change de virulence, c'est-à-dire de formule chimique et d'impact clinique tous les 2-3 mois, il faut que les scientifiques changent de décision, donc que les politiciens changent de décision aussi, ce qui est très mal pris par la population. Alors quoi? Dites-nous où est la vérité? Eh bien, la vérité, elle est momentanée. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Et il faudra changer. Et beaucoup de gens sont angoissés par cette incertitude. Et à ce moment-là, c'est dangereux, parce qu'arrive toujours un sauveur, quand une période de chaos, arrive toujours quelqu'un qui dit « moi j'ai la solution ». C'est les nègres, c'est les juifs, c'est les arabes, c'est le voisin, votez pour moi, je vais vous sauver. Et il y a toujours quelqu'un qui est un sauveur. Et là, actuellement sur la planète, regardez dans vos journaux, il y a un très grand nombre de dictateurs qui ont été démocratiquement élus parce que les gens ont été déboussolés par un chaos. Et le virus provoque un chaos.
Et à ce moment-là, il y a la deuxième solution, c'est le sauveur. Et là, c'est la tragédie, parce qu'on voit que beaucoup de sauveurs ont pris le pouvoir et ont imposé leurs lois pendant des décennies. Et la troisième solution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la peste de 1348, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça, c'est, puisque maintenant tout est à réinventer, eh bien, il va falloir qu'on apprenne une nouvelle valeur, une nouvelle manière de vivre ensemble. On ne peut plus vivre ensemble avec la compétition. On ne peut plus vivre ensemble avec la surconsommation. On ne peut plus vivre ensemble avec cette incroyable mobilité où j'ai des gens que j'aime bien qui allaient passer un week-end prolongé en Thaïlande. Au point de vue pollution, c'est énorme. La viande, on mange inutilement de la viande. C'est pas la peine d'en manger tant. On peut en manger un peu, on a besoin de protéines, mais on n'a pas besoin de faire des élevages immenses pour consommer autant de viande. Donc ça veut dire qu'il va falloir débattre avec des scientifiques, avec des philosophes, avec des politiciens, de façon à savoir comment on va organiser nos nouvelles sociétés. En fait, si je comprends bien, ce qui est permanent, c'est le changement. Absolument. La seule stabilité, c'est le changement. Et puis la seule prédiction qu'on peut faire, c'est la surprise. C'est-à-dire que la seule prédiction qu'on peut faire à 100%, c'est qu'il va se passer quelque chose d'imprévu. Ça, c'est une prédiction à 100%. Et on voit que... Alors, les physiciens nous expliquent que quand il y a une période de chaos, que ce soit un chaos avec les étoiles, que ce soit un chaos biologique ou pour nous aujourd'hui un chaos social, une nouvelle direction, de nouveaux déterminismes apparaissent et une nouvelle direction apparaît. Donc je fais le pari qu'on est contraint, on a ces trois solutions. Répéter la peste, une nouvelle épidémie, voter pour un dictateur, ce qui commence à se faire, ou inventer une nouvelle culture, ce qui va être passionnant et passionné. Merci beaucoup. Merci Boris. Votre taxi lyonnais est arrivé. Merci encore de votre amour pour le genre humain et à bientôt. Au revoir Boris. Eh bien, je vais appeler mes camarades, Alain Bougrain-Dubourg, François Martouret, Abdelrani Benelal. Oh, ils sont partis. Je vois Alain qui va les chercher. Ça va être dans la droite continuité de ce qu'on vient d'évoquer avec Boris. Ce sont les questionnements au travers des âges. Vous allez rencontrer des personnes que vous connaissez déjà, des philosophes, des penseurs, des hommes qui sont quasiment des animaux, mais pas vraiment. Bon, je ne vous dis pas tout. Alain qui vient de faire l'objet dans le journal de Le Monde d'un magnifique portrait qui mérite grandement. Et je trouve qu'Alain a une jeunesse d'esprit et une passion dont on a bien besoin. En écoutant Boris, je souhaitais être le sauveur juste avant de rentrer, mais là je vais m'abstenir. François Martouret. Abdelrani Benelal, qui nous vient de Kabylie. Samir Homsi de Syrie. Alors je vous le dis, il y a aussi un homme qui se cache quelque part, mais peut-on dire que ce fut un homme? Vous en jugerez vous-même. C'est parti.
Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la nature? Auriez-vous une question plus facile? Ou peut-être plus difficile encore? L'île de l'homme, c'est la terre, dit Jean-Jacques Rousseau. Ce qu'il y a de cruel, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine l'éloignent sans cesse de son état primitif. Plus nous accumulons de nouvelles connaissances et plus nous nous ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de toutes, c'est-à-dire notre origine. Enfin, à force de vouloir étudier l'homme, nous sommes mis hors d'état de le connaître. Homme! Oh, homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute. Voici ton histoire telle que j'ai cru la lire, non dans les livres qui sont menteurs, mais dans la nature qui ne ment jamais. Tout ce qui sera d'elle sera vrai. Au demeurant, il n'y aura de faux que ce que j'y aurais mêlé du mien, mais sans le vouloir. Le premier langage de l'homme, le langage le plus universel, le plus énergique et le seul dont il eut besoin avant qu'il fallût persuader des hommes assemblés, c'est le cri de la nature. Comme ce cri n'était arraché que par une sorte d'instinct dans des occasions pressantes, pour implorer du secours dans des grands dangers ou du soulagement dans les maux violents, il n'était pas d'un grand usage dans le cours ordinaire de la vie où rognent des sentiments plus modérés. Certainement, quand les idées des hommes commencèrent à s'étendre et à se multiplier, ils cherchèrent des signes plus nombreux et un langage plus étendu, s'aidant de gestes, frappant l'ouïe par des sons imitatifs. Mais gardons-nous de confondre l'homme sauvage avec les hommes que nous avons sous les yeux. Et ajoutons qu'entre les conditions du sauvage et du domestique, chez les animaux par exemple, la différence d'homme à homme doit être plus grande encore que celle de bête à bête. Car l'animal et l'homme sont traités également par la nature. Toutes les commodités que l'homme se donne de plus qu'aux animaux qu'il apprivoise sont autant de conditions particulières qui le font dégénérer plus sensiblement. Monsieur, je ne vous connais pas bien. Moi, c'est le naturaliste, Monsieur de Buffon, qui m'a ainsi fait naître. Je me souviens de cet instant plein de joie et de trouble où je sentis pour la première fois ma singulière existence. Je ne savais ce que j'étais, où j'étais, d'où je venais. J'ouvris les yeux. Quel surcroît de sensations! La lumière, la voûte céleste, la verdure de la terre, le cristal des eaux, tout m'occupait, m'animait et me donnait un sentiment inexprimable de plaisir. Je crus d'abord que tous ces objets étaient en moi et faisaient partie de moi-même. Je m'affermissais dans cette pensée naissante lorsque je me tournai vers l'astre de la lumière. Oh. Son éclat me blessa. Je fermai involontairement la paupière. Dans ce moment d'obscurité, je crus avoir perdu presque tout mon être.
Affligé, saisi d'étonnement, je pensais à ce grand changement quand tout à coup, j'entends des sons. Le chant des oiseaux, le murmure des airs formait un concert dont la douce impression me remuait jusqu'au fond de l'âme. J'écoutais longtemps et je me persuadais bientôt que cette harmonie était moi. Lorsque je rouvris les yeux, un air léger dont je sentis la fraîcheur m'apporta des parfums qui me causèrent un épanouissement intime et me donnèrent un sentiment d'amour pour moi-même. Puis, je touchai mon front, mes yeux. Ma main me parut être alors le principal organe de mon existence. Tout ce que je touchais dans cette partie était si distinct, si complet, que je m'attachais tout entier à cette partie solide de mon être. Je conclus que je devais juger des objets extérieurs comme j'avais jugé des parties de mon corps, et qu'il n'y avait que le toucher qui pût m'assurer de leur existence. Je voulais toucher tout ce que je voyais. Je voulais toucher le soleil. Je tendais les bras pour embrasser l'horizon. Mais je ne sentais que le vide des airs. Lassé de tant d'incertitudes, mes genoux fléchirent. Je me trouvais en situation de repos. J'étais assis à l'ombre d'un bel arbre. Des fruits d'une couleur vermeille descendaient en forme de grappe à la portée de ma main. Enfin, je goûtais. Quelle saveur! Et une langueur agréable, s'emparant peu à peu de tous mes sens, appesantit mes membres et suspendit l'activité de mon âme. Mes yeux devenus inutiles se fermèrent. Adam, mon cher Adam, c'est Voltaire qui te parle. Mon cher Adam, mon gourmand, mon bon père, que faisais-tu dans le jardin d'Éden? Travaillais-tu pour ce sot genre humain? Caressais-tu Madame Ève, ma mère? Avouez-moi que vous aviez tous les deux les ongles un peu longs, noirs et crasseux, la chevelure un peu désordonnée, le teint bruni, la peau bise et tannée. Sans propreté, l'amour le plus heureux n'est plus amour, c'est un besoin honteux. Bientôt lassés de leur belle aventure, deux sous un arbre, ils soupent galamment avec de l'eau, du millet et du gland. Le repas fait,
ils dorment sur la dure. Voilà l'état de la pure nature. La pure nature. À ce propos, à Monsieur Rousseau, j'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain. Je vous en remercie. Vous plairez aux hommes à qui vous dites leur vérité, mais vous ne les corrigerez pas. On ne peut peindre avec des couleurs plus fortes les horreurs de la société humaine. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de 60 ans que j'en ai perdu l'habitude, je crains qu'il m'est malheureusement impossible de la reprendre, et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. Oh, Monsieur Chapuis m'apprend que votre santé est bien mauvaise. Il faudra la venir rétablir dans l'air natal, jouir de la liberté, boire du lait de nos vaches et brouter nos herbes. Je suis très philosophiquement et avec la plus tendre estime, etc. Rousseau, Voltaire, de nombreux philosophes se sont attardés sur la condition humaine, sur celle des animaux et de la nature également, et parmi eux, il y en a un que nous avons tous aimé, je crois. Il est philosophe, mais il est artiste avant tout. C'est Claude Nougaro. J'ai eu le bonheur, je crois pouvoir le dire, d'être son ami. Et il était très attentif au devenir de la planète, très affligé de voir combien les espèces disparaissaient, étaient agressées de toutes parts. Et un jour, il m'a appelé « Alain, viens, j'ai écrit un texte, ça va te plaire », pour parler de ce qui se passait au fond de ce déclin du vivant que nous connaissons aujourd'hui dramatiquement. Et son héros, à Claude, c'était Tarzan, un vieux Tarzan déchu. Voilà ce qu'il m'a raconté ce jour-là. Vieux Tarzan déchu, has-been de la liane, ma guenon n'est plus, et perdu ma Jeanne. Vieux Tarzan groggy en deuil jusqu'aux ongles, j'ai perdu mon cri, j'ai perdu ma jongle. Ils m'ont tout tué par tonnes d'ivoire. Éléphants sacrés, ma sacrée mémoire, et tous mes gorilles les ont fusillés. Toute la famille abat le blindé. Mes hippopotames, mes crocos géants, des sacs pour les dames qui ont de l'argent.
Ils ont décimé ou bien mis aux os le chant des pygmées, celui des oiseaux. Mon studio zébré tout en haut de l'arbre, ils me l'ont sabré pour une autostrade. Ma Jeanne est partie, au bras de l'un d'eux, j'ai poussé mon cri. Le dernier, adieu. Alors, le studio zébré tout en haut de l'arbre, massacré pour une autostrade. Il y a eu bien des arbres qui ont été coupés par la volonté des hommes. Et il y a une femme qui s'est vraiment impliquée avec enthousiasme, détermination. C'est George Sand. Elle a 68 ans et en ce jour de 1872, elle écrit un texte tout à fait admirable qui plaide pour la cause des arbres. Alors il faut rappeler le contexte très rapidement. À l'époque, les peintres de Barbizon constatent qu'on va abattre les arbres pour planter des conifères à la place. Alors avec leurs canifs, ils abandonnent les pinceaux, ils vont couper ces jeunes plants, ils vont se retrouver devant les tribunaux. On raconte à l'époque, c'est à vérifier, que la princesse Eugénie aurait soutenu ces jeunes peintres qui risquaient de se trouver devant les tribunaux. Alors moi, Eugénie, je l'aime beaucoup parce qu'elle a fait une chose pareille, c'est admirable. Puis je la déteste parce que, issue d'Espagne, c'est elle qui nous a amené la tauromachie en France. Bon, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, cette affaire des arbres de Barbizon, de Fontainebleau, a été si puissante, si rayonnante, que l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, en 1948, a souhaité planter ses racines à Fontainebleau. C'est quand même important. On a eu ce geste qui a été repris donc par la conscience de la planète. Mais j'en reviens à George Sand, qui nous révèle ses sentiments au moment où elle assiste à ce carnage et à cette procédure. Et voilà ce qu'elle nous dit. Pour essayer d'empêcher à l'avenir d'aussi vastes mutilations, les signataires de la pétition se sont constitués en comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau et pour bien préciser leur but, ont voté à l'unanimité la résolution suivante: que la forêt de Fontainebleau doit être assimilée aux monuments nationaux historiques. Il est indispensable de conserver à l'admiration des artistes et des touristes et que sa division actuelle en partie artistique ou non artistique ne doit être acceptée que sous toute réserve. Elle ajoute: je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé à l'égard de la forêt de Fontainebleau, mais peu importe. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer ce que j'ignore. Il s'agit d'approuver tout effort tenté pour la conservation de ce monument naturel très logiquement classé. Les grands végétaux sont des foyers de vie qui répandent au loin leurs bienfaits, et s'il est dangereux ou nuisible de vivre éternellement sous leur ombre directe, il est bien prouvé que supprimer leur émanation, c'est changer d'une manière funeste les conditions atmosphériques de la vie humaine, c'est supprimer ces grands éventails qui renouvellent l'air et divisent l'électricité sur nos têtes. C'est aussi appauvrir le sol qui est doué d'une circulation, pour ainsi dire, sous-cutanée. La plupart des grandes étendues boisées se sont resserrées. Les forêts qui subissent sont à l'état de coupe réglée et non point de beauté durable. Les besoins deviennent de plus en plus pressants. L'arbre, à peine dans son âge adulte, est abattu sans respect et sans regret. Que de colosses admirables les personnes de mon âge ont vu tomber.
Il n'y a plus, il faut inventer des charpentes de fer. Il n'y a plus d'arbres. On ne pourra plus bientôt trouver ni poutres ni chevrons. Partout, le combustible renchérit et devient rare. La houille est chère aussi. La nature s'épuise. Et l'industrie scientifique ne trouve pas le remède assez vite. Irons-nous chercher tous nos bois de travail en Amérique ? Mais la forêt vierge va vite aussi et s'épuisera à son tour. Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans catastrophe nécessaire, par la faute de l'homme. Ne riez pas. Ceux qui ont étudié la question n'y songent pas sans épouvante. Oh, on replantera, on replante beaucoup déjà, je le sais, mais on s'y est pris si tard que le mal est peut-être irréparable. Encore un été comme celui de 1870 en France, et il faudra voir si l'équilibre peut se rétablir entre les exigences de la consommation et les forces productives du sol. Il y a une question qu'on n'a pas assez étudiée et qui reste mystérieuse. C'est que la nature se lasse quand on la détourne de son travail trop longtemps. Elle voulait bien produire de grands végétaux, elle y était portée, elle donnait la sève avec largesse. Condamnée à se transformer sous d'autres influences, la terre transforme ses moyens d'action. Défrichée et engraissée, elle fleurit et fructifie à la surface, mais la grande puissance qu'elle avait pour la grande création, elle ne l'a plus, et il n'est pas sûr qu'elle la retrouve quand on la lui redemandera. Le domaine de l'homme devient trop étroit pour ces agglomérations. Il faut qu'il l'étende, il faut que des populations émigrent et cherchent le désert. Tout va encore par ce moyen. La planète est assez vaste et assez riche pour le nombre de ses habitants, mais il y a un grand péril en la demeure, c'est que les appétits de l'homme sont devenus des besoins que rien n'enchaîne. Et que si ces besoins ne s'imposent pas dans un temps donné, une certaine limite, il n'y aura plus de proportion entre la demande de l'homme et la production de la planète. Qui sait si les sociétés disparues, envahies par le désert, qui sait si d'autres satellites que l'on dit vides d'habitants et privés d'atmosphère n'ont pas péri par l'imprévoyance des générations et l'épuisement des forces trop surexploitées de la nature ambiante. En attendant que l'humanité s'éclaire et se ravise, gardons nos forêts. Respectons nos grands arbres, et s'il le faut que ce soit au nom de l'art, écoutons et secondons nos vaillants artistes. Mais nous tous protestons aussi au nom de notre propre droit et fort de notre propre valeur contre des mesures d'abrutissement et d'insanité. Merci. سالي طراش قلبي يعطيك خبره ونعوذ لك أنا بتزوجي سالي طراش قلبي يعطيك خبره ونعوذ لك أنا بتزوجي سالي طراش قلبي يعطيك خبر وسالي سالي 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 طراش قلبي يعطيك خبره سالي طراش قلبي يعطيك خبره بنيت لك حيوطك بساس حيوطك بساس ودرت لك الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان الحب يا الغدارة ماهوش لي
العين تتنهضى ماشي خسارة فيه انتي ناوية ترميني في بيه علاش بالغدر ماشي حق عليه انتي ناوية ترميني في بيه علاش بالغدر وعلاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر ماهوش حق عليه. Discours prononcé en 1854 par Seattle, chef des tribus de Wamish et Suquamish, devant le gouverneur Isaac Stevens. Le grand chef de Washington nous a fait part de son désir d'acheter notre terre. Nous allons considérer votre offre, car nous savons que si nous ne vendons pas, l'homme blanc va venir avec ses fusils et va prendre notre terre. Mais peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? Étrange idée pour nous, si nous ne sommes pas propriétaires de la fraîcheur de l'air, ni du miroitement de l'eau, comment pouvez-vous nous l'acheter? Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois noir, chaque clairière de bourdonnement des insectes, tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres porte les souvenirs de l'homme rouge. L'air est précieux à l'homme rouge, car toutes choses partagent le même souffle. Les bêtes, les arbres, l'homme, tous participent du même souffle. Je suis un sauvage et ne comprends pas les autres usages. J'ai vu 1000 buffles pourrir sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train en marche. Je suis un sauvage qui ne comprend pas que le cheval de fer fumant puisse être plus important que le buffle, lui que nous ne tuons que pour rester en vie. Quel homme sans les bêtes? Si toutes les bêtes disparaissent, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit, car tout ce qui arrive aux bêtes ne tarde pas à arriver à l'homme. Toutes choses sont liées. Nous le savons. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le savons. Toutes choses sont liées comme par de sang qui unit une même famille. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil du tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. La terre est précieuse, et qui porte atteinte à la terre couvre son créateur de mépris. Les Blancs passeront, eux aussi, et peut-être avant les autres tribus. Continuez à souiller votre lit et une belle nuit vous étoufferez dans vos propres déchets. Où est le fourré? Disparu. Où est l'aigle? Il n'est plus. Qu'est-ce dire adieu au poney agile et à la chasse? C'est finir de vivre et se mettre à survivre. Lorsque le dernier homme rouge aura disparu de cette terre et que son souvenir ne sera plus que l'ombre d'un nuage glissant sur la prairie, ces rives et ces forêts abriteront encore les esprits de mon peuple.
car ils aiment cette terre, comme le nouveau-né aime le battement du cœur de sa mère. Ainsi, si nous vous vendons notre terre, aimez-la comme nous l'avons aimée. Prenez soin d'elle comme nous en avons pris soin.
chef amazonien, je suis ici pour défendre ma terre natale, la terre de mes ancêtres. Elle se trouve loin, vous savez, en Amazonie. C'est à des milliers de kilomètres d'ici. Mon peuple est en danger. Il faut bien que vous compreniez une chose. S'il n'y a plus de forêt pour nettoyer l'air, les vents et les pluies deviendront de plus en plus forts. Il n'y aura plus d'ombre sur la terre et le soleil va tout brûler. Mon peuple est en danger. À tous ceux qui me regardent, je veux dire que ma volonté de défendre la forêt doit être entendue par vous tous. Car après notre génération, d'autres viendront. Nos petits-enfants grandissent. Et il faut prendre soin de ce qu'il reste de la forêt pour qu'ils puissent également en bénéficier. Au rythme actuel, nous allons détruire toutes les ressources forestières, ce qui est dramatique. Comment allons-nous respirer? Comment les générations futures vont-elles respirer? Je vous demande donc, à vous qui m'écoutez, de prendre soin de nos ressources naturelles pour que nos petits-enfants puissent continuer à y vivre également. Pour vivre, nous avons besoin de la nature. Bolsonaro, avant de devenir président, a fait campagne en menaçant de supprimer notre organisation de défense des droits autochtones, la FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien. Il a dit qu'il allait permettre aux Blancs de pénétrer sur nos terres. C'est ce qu'il a dit, et c'est exactement ce qu'il a fait quand il est devenu président. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait solliciter de l'aide internationale pour nous aider à délimiter physiquement nos terres afin que nous puissions continuer à en prendre soin. Aujourd'hui, je n'ai trouvé personne pour prendre ma succession. Mon seul but, je vous le répète, c'est de sensibiliser le monde entier autour de la défense de ma terre, en Amazonie. Lorsque je perdrai la vie, lorsque je partirai, eh bien, mes petits-enfants auront, eux, un endroit où vivre. Vivre sur la terre de nos ancêtres. الغفلين ربي الله ويلان المؤمن عبزيز سبحان عز وجل ربي الخزينيس مقريس سكفوسيس لرخاذ الغلا سم كل حاكم حكميث ورتسعقيش الغلا داين تسبيبك الدنيس ولاش وين تنغلق لا سي ولا جليس ما يويث يخلق أغلى أرواح جملة سم كل نصيب رزقيث يوعار يبليز البلا مثل نادم يغويث نقارق الجنثة يقلا صنعي من ربي متعيث يسوف غيثيت استحيلا ميدي فكر رايث نفسيث يجي غد بسم الله اسم الرحمن قاريث اللولية والبوذلة نور نصني الصرغيث سبحانك ربي العلا الغاني ديوزن الغيث ثويطات الشفوعة أمشوم أرلا خرث خلصيث. Je vous propose maintenant de faire un retour en arrière, revisiter le passé. Il y a 5 siècles, un personnage admirable que nous admirons toujours prenait une dimension remarquable. C'est l'homme de tous les talents, c'est pour ça qu'on l'a qualifié de génie, c'est Léonard de Vinci. Alors bien sûr, il a peint
de façon admirable. C'était un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme. Il inventait des engins volants en s'inspirant notamment des chauves-souris, des oiseaux, voire d'autres animaux du reste. Et puis, il écrivait aussi. Et ça, c'est peut-être moins connu. Il s'est attardé notamment sur le thème de l'eau. Mais avant d'évoquer ce thème, je voudrais lui rendre hommage s'il m'entend, Léonard, si tu m'entends là-haut. Merci d'avoir tant aimé les animaux et d'en avoir donné le modèle. Il a été un peu abandonné par sa famille, élevé par son grand-père à la campagne, n'est-ce pas Patrick, qui a écrit sur Léonard de Vinci. Et c'est là qu'il a découvert le sens de la vie animale, au point que lorsqu'il était il voyait des animaux en cage sur un marché, par exemple, eh bien, il libérait les oiseaux. Et ça me plaît bien quand même, comme idée. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il écrivait divinement bien. Un petit exemple que je vais tenter de lire le mieux possible. Et pour la circonstance, c'est l'eau qui l'inspire. Je dois dire que ce texte est très révélateur à l'époque où l'on vit le drame dans le sud-est de la France que l'on sait. Voilà ce qu'il nous dit dans Extrait du traité de l'eau. Elle use les cimes altières des monts, elle dénude et emporte les grands rochers, elle chasse la mer de ses antiques rivages en élevant son fond par des apports de terre. Elle ébranle les ravages, les hautes berges, et celles-là même que sa nature ne réduit pas brusquement à néant, ne connaissent point de stabilité. Ces fleuves cherchent les vallées déclives où arracher ou déposer la terre fraîche. Voilà pourquoi l'on peut dire, de maintes fleuves, que l'élément tout entier les a traversés et que bien des fois, la mer a fait retour à la mer. Nulle partie de terre n'est si haute que la mer n'ait atteint sa base, et nulle profondeur océane si basse que les plus altières montagnes n'y aient leurs racines. Ainsi est-elle parfois âpre et parfois forte, parfois acide et parfois amère, parfois douce ou épaisse ou ténue, parfois cause de dommages et de pestilence, parfois salutaire, parfois délétère. Elle semble emprunter autant de natures diverses qu'elle traverse de lieux différents. Et tout comme le miroir change avec la couleur de son objet, eh bien elle se modifie selon le site où elle passe. Salubre, nuisible, laxative, astringente, sulfureuse, salée, incarnadine, sinistre, rageuse, coléreuse, graisseuse, grasse, subtile. Parfois, elle déchaîne des conflagrations et parfois elle les éteint. Elle est chaude et elle est froide, elle emporte ou dépose, creuse ou élève, arrache ou édifie, comble ou vide, monte ou s'enfonce. Rapide ou calme, parfois dispensatrice de vie ou cause de mort, d'accroissement ou de privation. Tantôt elle nourrit, tantôt elle fait le contraire, tantôt elle a une saveur de sel, tantôt elle est insipide, tantôt ces grandes crues submergent les vastes vallées. Tout change avec le temps.
Il fut un temps où l'on disait que la Terre était au centre de l'univers. On appelait ça le Moyen-Âge. L'homme y vivait sous la crainte de Dieu. Et puis vinrent messieurs Copernic et Galilée. C'est alors que la Terre se mit à tourner autour du Soleil. L'homme n'était plus le centre du monde. Alors, l'homme décida de devenir le centre de son monde, car il fallait bien prendre une revanche. Oui, la Terre ne tournait plus autour du Soleil, mais la Terre tournait autour de l'homme. L'homme devint le centre de la Terre et le centre de son univers. Étrange. Ce géocentrisme n'a jamais été aussi fort depuis que l'humain connaît pourtant la vraie nature du cosmos. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la nature? C'est bien souvent ce qu'on veut qu'elle soit. Connais-toi toi-même. Cette maxime écrite sur le fronton de temple de Delphes peut ici nous éclairer, car loin de tout égoïsme, elle n'encourage pas à jouer au vieux sage barbu, au philosophe pétri d'ascèse, au donneur de leçons. Ni la barbe, ni le jeune âge, ni encore la vieillesse ne sont gages de sagesse. Non, c'est autre chose. C'est ailleurs. Cela veut dire, espèce humaine, connais-toi toi-même. Car il y a le domaine des hommes, et puis il y a le domaine des dieux. Et alors, qu'est-ce que le domaine des dieux? Mais c'est la nature, bien entendu. C'est ce que l'humain ne maîtrise pas, c'est ce qui t'échappe, c'est ce que tu veux soumettre, ce que tu voudrais démettre. C'est la nature. Et quid de l'humain dans tout cela? Mais mon ami, tu le sais, allons, tu le vois bien, toi aussi tu es naturel, car tu n'es pas surnaturel, n'est-ce pas? L'imprévisible, colérique, bon, à la fois cruel, inconscient et conscient, charismatique, détestable, mais encore et toujours naturel. Oui, je le sais, cela ne te suffit pas. Tu te voudrais autre, différent, supérieur, pourquoi pas même inférieur. Maintenant, tu es même prêt à troquer ton trône de la supériorité contre le strapontin de l'ignominie. L'homme, ah, mais c'est la créature la plus nuisible au monde. Un virus, vous dis-je. Mais un virus pas comme les autres, ah non. Toujours un plus quelque chose. Mais dis-moi, as-tu si bien fait le tour de la nature pour la connaître et te dire différent comme le dit Montaigne, toi qui vis dans la plus recluse et petite partie de l'univers? Le mot de la fin, il vient de Léonard de Vinci, un enfant dit lui aussi naturel. Né des amours illégitimes d'un notaire et d'une servante, Vinci écrit ceci, qui est simple et bref. Les animaux parlent peu, mais ce qu'ils disent est juste et nécessaire. Et toi, homme qui te dis le modèle du monde, va donc prendre tes leçons dans la nature.
cette aide d'accueillir Alain Vinci Dubourg. Magnifique. François Rousseau-Martouret n'était pas dénué d'humour. Et ce premier homme qui troquait son visage basané contre une perruque 18e. Quel talent! Merci Hugo. Et puis les autres continents qu'évoquait le chef amazonien Raoni, mais aussi Seattle, ces autres continents qui partagent avec nous cette destinée. Samir Homsi, Abdelrani Benelal. Merci à vous tous. Et celui qui est coupable de maltraitance sur piano, Patrick Schneider. Où vous en êtes dans la protection de cet endroit magnifique? Alors oui, je précise, évidemment, je disais le texte du chef Raoni. Comment? Ah pardon. Je disais le texte du chef Raoni qui se bat, oui, depuis des siècles, excusez-moi, je dis n'importe quoi, mais depuis longtemps... Je crois qu'il a tendance à en faire trop, excusez-moi. Il a dans les 90 ans, mais il ne veut pas dire vraiment son âge. Il n'est pas le chef Raoni, en gros. Hein, ça... Je ne saurais pas dire, je sais qu'il a vu les différents chefs de nation pour réussir à délimiter la terre, enfin, mais c'est un combat politique qui dure depuis longtemps. Je ne suis pas sûr que c'est tellement évolué depuis sa déclaration, parce qu'elle n'est pas si... Oui, elle a quelques mois, je crois. Donc je crois que la lutte continue, évidemment, pour Raoni. Oui. Vous faites circuler... On peut peut-être dire un mot sur le régime actuel, qui est dramatique. Le Brésil est exsangue actuellement et les forêts disparaissent hectare après hectare. Elles partent en fumée, notamment pour faire de l'agriculture et singulièrement du soja. Et il était dit tout à l'heure, Boris Cyrulnik nous disait... Manger un peu moins de viande, ben, si on mange moins de viande, on détruira moins la forêt amazonienne. Je voudrais dire un mot également sur la partie Guyane de la France, où on peut se réjouir de voir que le projet Montagne d'Or, qui aurait pollué de façon dramatique, notamment au mercure, beaucoup de sites pour l'extraction de l'or, a été reporté. Mais tout ça reste bien fragile. Pas abandonné, hein, reporté. Voilà. Ouais. Et il y a d'autres projets qui se dessinent. Ce qu'on a appelé à tort ou à raison, parce que c'est surtout les océans, ou l'océan qui est le poumon de la planète, mais cette vague verte, cette forêt verte, cet océan vert est si fragile aujourd'hui. Et comme le disait très justement l'un des textes que nous avons lus, Georges Sand, la question est de savoir, alors à son époque, il y avait un déclin terrible de la forêt, on a regagné, en tout cas en France, davantage. On a retrouvé l'état des forêts quasiment qui correspondent à l'époque féodale. C'est une bonne chose. Et pas que des conifères. Il faut être positif quand on peut l'être et s'en réjouir. Ça prouve du reste qu'on peut agir. Donc réjouissons-nous de ce qu'il y a de positif. C'est une invitation à agir davantage. Et donc là, c'est un vrai problème. De la même façon, c'est curieux de voir que dans ces deux parties du sud de la planète, à la fois l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, pour d'autres raisons, l'huile de palme, eh bien, on déforeste de façon dramatique, mais il y a une prise de conscience et je crois que chacun d'entre nous, mais je veux pas, peut agir à son niveau, notamment dans ses méthodes d'achat. Tout simplement, on achète ou non ce qui fait du tort ou non à la nature. Et je crois qu'on a un pouvoir considérable, on a pu le voir sur le thème du bien-être animal, où des maltraitances ont été reportées, pas suffisamment. Les élus ne sont pas à la hauteur. Franchement, c'est honteux ce qui s'est passé. Bon, allez, je m'emballe. Autre question.
Les forêts africaines aussi. En Afrique aussi, ça coupe sérieux. Pour nous vendre à nous leur bois d'ailleurs, pour faire les terrasses, les mobiliers de jardin, etc. Donc vérifier l'origine, la traçabilité. On ne vous oubliera pas. Je voulais savoir comment vous est venue l'idée de ce spectacle. Eh bien, j'ai pas vraiment beaucoup de justification. Un jour, ça m'est tombé dessus qu'il fallait faire ce type de spectacle, que nous faisons d'ailleurs 98% du temps en extérieur, dans des parcs, dans des jardins, dans des espaces naturels. Alors c'est vrai que là, bien sûr, le temps n'aurait pas pu s'y prêter, mais l'idée, c'est vraiment de faire passer le message d'une écologie par le côté positif de la chose. Je pense que si on veut que la société adhère, car je crois profondément qu'on ne fera pas l'écologie contre la société, mais avec elle, eh bien, il faut trouver d'autres voies de communication que la seule réflexion scientifique ou technique, qui bien sûr est nécessaire, c'est pas ça la question. Mais c'est comment on fait passer ce message, comment on le fait sentir. On ne peut pas le sentir que par l'intellect, il faut se sentir aussi par les sens. Et à ce niveau-là, le texte de Buffon qu'interprétait Hugo est très beau, parce que Buffon retrace la jeunesse des sensations. En fait, comment l'humain, et certainement les autres animaux, prennent contact avec le monde extérieur. Je trouve ça très très beau. C'est en se basant finalement sur cet aspect primitif, au sens profond et noble du terme, qu'à mon avis, on arrivera à se renouveler. Je crois que tout à l'heure, Boris nous y incitait. Il disait, voilà, quelque part, il faut faire une sorte de révolution intérieure, mais aussi sociale, quelque part. Et ça passe d'abord, je crois, par l'intérieur, pour accéder à autre chose. Et puis je crois aussi que trop souvent, on dit « Ah bah oui, qu'est-ce qu'on a évolué depuis ce temps-là, etc. » Enfin, on s'offre toujours beaucoup de lauriers. Et Boris a rappelé, je crois, avec beaucoup d'à-propos, que par exemple, les paysans ont vu leur situation s'améliorer, non pas à cause des bons sentiments des humains, mais juste parce qu'on avait besoin d'eux. Voilà. Je pense que ça remet les choses à leur juste place. Et si je puis poursuivre un peu les propos de Boris, je pense que l'humain, s'il doit évoluer, ce sera finalement par la pression de ce qu'il appelle la nature. Contraint et forcé. On a failli disparaître un moment à la dernière glaciation. On a réussi à s'adapter. Eh bien, c'est encore ce qu'il faudra faire. C'est ce qui nous pousse finalement à agir. Sinon, je crois que si tout allait toujours très bien, on ferait peut-être rien de la journée. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais pas grand-chose, je crois. Voilà. On s'attribue parfois des lauriers qui sont plutôt dus à des circonstances extérieures qu'on a bien été obligé de suivre, et puis après on est tout fiers. Soyons fiers, mais survivants. Je me permets, Festival Atmosphère, au nom du festival, de compléter un petit peu ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est sous la pression de la nature, et je reprends une phrase qu'on a beaucoup entendue tous ces jours-ci dans des films, sur scène, je l'ai entendue cet après-midi, c'était Camille Etienne, notre marraine, qui l'a mentionné justement à la conférence avec Boris. C'est pas la nature qui nous pousse, parce que vous l'avez entendu sans doute, c'est nous la nature. Nous sommes la nature qui se défend. Nous n'avons pas à défendre la nature. Nous sommes nous-mêmes la nature qui se défend. Et je l'ai entendu au moins une fois par jour, tous les jours, dans un de nos films ou une de nos conférences. Dans le film, cet après-midi, avant-hier... Voilà. On a la bizarre sensation d'être dehors et dedans. Voilà, c'est ça que l'humain doit Je crois qu'il est important qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas deux. La dualité, c'est fini. Bien sûr. C'est un. Nous sommes la nature, nous sommes le vivant. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ignorer le fait que l'humain voudrait tellement que ça dure toujours de la même façon. Et mais ce n'est pas parce qu'il est idiot qu'il faut qu'il le reste. Ah, voilà, ça j'aime. Madame avait déjà la main tout à l'heure. Oui, je vous ai vu. Je voudrais la traduction des paroles de la chanson. Laquelle, la première ou la deuxième? Les deux. Oui. Donc la première chanson, c'est une chanson algéroise et ça parle de l'amour, de quelqu'un qui aime de son cœur. Et en contrepartie, là, qui essaie de le mettre dans un puits parce qu'il sort carrément de ce qu'il espérait avoir en lui autant que question d'amour.
Donc c'était une petite trecherie d'amour entre un couple qu'on n'a jamais connu. Voilà. Et c'est une histoire qui a été racontée dans les années 50, 60. En fait, c'est une très très vieille chanson qu'on chante génération après génération, enfin, jusqu'à ce qu'elle arrive à moi. Pour la deuxième, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça parle de la nuit du temps, de notre début à nous tous, de notre père Adam, que lui était dans le paradis, qu'il ne manquait de rien, qu'il avait tout, mais malgré cela, pris par la tentation, touche aux fruits interdits. Et déclenchant la colère de Dieu, Dieu a décidé de l'expulser du paradis. Donc il est venu ici, nous sommes tous ses enfants. Et qu'avons-nous fait, nous, de mieux que lui, mis à part la guerre, la destruction, les déchets? Nous continuons aussi à détruire un paradis qui est la terre, qui est le nôtre. Et si on continue à faire ça, eh ben, on va s'expulser, cette fois-ci avec nos propres mains. Nous avons tout pour vivre heureux, alors vivons heureux. J'ai vu madame. Quelqu'un d'autre avait levé la main, peut-être? Allez-y, madame. Vous ne devez pas vous excuser de parler des animaux parce que je trouve que dans le milieu écologique, on n'en parle pas assez. Si déjà tous les gens qui vont dans la rue pour l'écologie et devenaient des végétariens, ça ferait déjà une sacrée avancée. Donc je n'ai pas de questions, mais vous pouvez dire avec plaisir votre message sur les animaux. Allez, encore. Attention, là c'est une conférence entière. Que dire? Le respect du vivant, tout simplement. Je crois que Descartes, en France, a fait du tort, considérant l'animal comme une mécanique qui serait insensible. Alors c'est plus compliqué que ça, en vérité. Mais c'est ce qui a conduit beaucoup, et du reste des philosophes, à réagir en disant « mais non, l'animal n'est pas insensible ». Ce que je vois aujourd'hui, pour être plus contemporain, c'est, pardonnez-moi, mais la lâcheté de bon nombre d'élus qui traitent avec mépris le sort du vivant. Il y a eu une loi agriculture et alimentation en 2018 qui visait d'une part très légitimement à aider les paysans les plus pauvres, les plus affectés par rapport aux gros céréaliers, pour caricaturer un peu, et puis qui aussi devait s'attarder sur la condition animale. Et moi j'ai travaillé avec d'autres sur des amendements, notamment faire comme on fait bien ailleurs en Europe, je pense à la castration des porcelets sans anesthésie qui se pratique en France, qui est interdit dans d'autres pays européens. Je pense au broyage des poussins, je pense au transport des animaux, je pense aux conditions d'abattage et tant d'autres choses. On a fait une série d'amendements qui n'étaient pas révolutionnaires, qui encore une fois s'inspiraient sur ce qu'on faisait de bien ailleurs en Europe. Tous les amendements ont été retoqués avec mépris. C'est inacceptable. Et je vois aujourd'hui que le ministre de l'Agriculture, 2 ans après, nous dit qu'il envisage de stopper la castration des porcelets sans anesthésie d'ici 2021. Mais que ne l'ont-ils pas fait il y a 2 ans? Pour ceux qui savent ce que c'est que la souffrance, une rage de dents, une souffrance d'amour, que sais-je encore, ça vous réveille la nuit. C'est intolérable. Chaque seconde qui passe est inacceptable quand on peut faire reculer la souffrance et qu'on ne l'a pas fait. Voilà ce qui nous révolte et on est de plus en plus nombreux à pointer les politiques qui n'ont pas le courage de suivre finalement la volonté de la société qui, elle, souhaite vivre conformément à une éthique minimum du respect du vivant. Bravo. Et pourquoi 2021? Oui, ça c'est déjà mieux que rien. Vous? Quelqu'un parmi vous voudrait ajouter quelque chose?
J'ai cru déceler un instrument très très intéressant qu'on a très très peu entendu. Est-ce qu'on pourrait l'écouter un petit peu plus? Ouais. Ça, voilà. C'est comme le mandol. Ça s'appelle oud. Micro, parce que vous n'êtes pas enregistré si vous n'êtes pas... Même si les gens de la salle vous entendent, excusez-moi. C'est un ancien instrument. Celui-là, c'est égyptien. Il s'appelle oud, avec la lettre Ain. Bah, je sais pas. Alors, on peut dire oud. Et oud, ça veut dire c'est la branche. Et alors, c'est très ancien. Et on utilise, il est sans fret, c'est comme le violon. Et on joue avec le sentiment, quoi. Alors, on sent les notes et on le joue seulement. Voilà, c'est ça. Oui. Je voudrais savoir s'il est possible de retrouver les textes qu'on a entendus aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, le premier texte, donc Rousseau, ça fait partie du discours sur l'origine de l'inégalité entre les hommes. Après, Voltaire, qui se moque ouvertement de Rousseau, bon, c'est une lettre qu'il lui a écrite, qui a été éditée, on le trouve facilement même sur Internet. Ensuite, le texte qu'incarnait Hugo, c'est un texte de Buffon, donc dans son Histoire naturelle. Bon, l'Histoire naturelle, ça fait beaucoup de volumes. Ouais. Donc la Pléiade a édité quelque chose qui tient en 500 pages de papier très fin. Alors là, vous allez trouver donc ce texte, voilà, qui est seulement 500 pages, hein. Voilà. Oui. Très beau texte. Je trouve que cet éveil à la vie, c'est quelque chose de magnifique. Il calque sur tel qu'il imagine que le bébé, bien sûr, humain, prend possession au fur et à mesure de ce qui l'entoure. Mais je trouve En fait, je crois que la grande force de ce texte, c'est qu'il ne fait pas un humain qui serait à moitié, je ne sais pas quoi, un animal ou moitié un humain. C'est, même s'il a une condition relativement animale, un humain total. Là, je crois qu'il ne se trompe pas. Donc c'est l'éveil à la vie. Hein, oui, voilà. Alors, je ne sais plus que ça fait partie d'un chapitre, en fait, il n'y a pas de titre. Je ne me souviens plus du nom du chapitre. Le chapitre, non, mais vous cherchez une histoire sur les 500 naturelle. pages. Non, je suis désolé. Mais si vous voulez, je vous l'enverrai. Voilà. Pas de problème. Vous me donnez votre adresse mail. Alors après, il y avait le texte du chef indien Seattle, ça qu'on trouve aussi facilement sur Internet. Et Seattle n'a pas écrit des volumes, bien sûr. Ça a été de tradition orale, ça a été écrit. C'est le texte préféré de Pierre Rabhi, et puis c'est devenu le texte préféré aussi de notre ami Jean-Marie Pelt. Le chef Seattle, c'est S-E-A-T-L-E, comme voilà, la ville de comme Seattle. La ville de Seattle. Voilà. Ensuite, le texte de George Sand, qui est très très fort, apparu d'abord donc en 1872 dans le journal Le Temps. Donc on peut dire que c'est une sorte de tribune. Là, c'était un abrégé que Alain vous a dit. Le texte fait 12 pages. C'est une sorte de manifeste, en fait. Ça serait une tribune, voilà, du Monde ou de Libé actuellement, extrêmement étayée. Il y a plein de choses incroyables dans ce texte. Elle prédit même une sorte de pression de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, puisqu'à un moment, elle dit que, elle dit ça avec ironie, qu'elle espère qu'un jour les riches n'iront pas balayer dans le ciel les nuages qui les gênent pour les mettre du côté des pauvres. Donc modifier le climat volontairement. Voilà. Mais il y a plein de choses incroyables. Voilà. Et que dis-je encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme texte? Je ne me souviens plus. Le texte de Raoni, bien sûr. Voilà. Et le texte final, c'est un texte que j'ai écrit pour le spectacle, parce que j'ai écrit un livre, ce qu'évoquait Boris Cyrulnik tout à l'heure sur l'histoire de l'écologie, qui sort la semaine prochaine. Et en fait, ce texte, j'ai voulu résumer des choses que j'avais écrites sur de nombreuses pages, en posant la question qui nous amuse beaucoup, Boris et moi, sur qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que l'homme. Toutes ces différences de perception, ça rejoint finalement le texte de Buffon. On perçoit, on croit attraper, mais on n'attrape pas. C'est tout ce jeu entre le saisissable, le visible, l'invisible et l'insaisissable qui fait, je crois, le charme de la vie. C'est ça qu'on veut défendre. Pas seulement le fait de vivre physiquement, mais aussi spirituellement. C'est aussi ce que dit George Sand, parce qu'elle dit que
La forêt, c'est un bien commun, voilà, inaliénable. Hein. Et quand elle appelle à une sorte de désobéissance civile en disant qu'il faut agir contre les mesures d'abrutissement et d'insanité, elle est au moins au même niveau que ce que Thoreau a fait dans les années 1850 à Concorde. Elle appelle aussi à se révolter contre l'impensable. Et évidemment, le point fort de George Sand, c'est qu'elle sait ce dont elle parle. Ça, c'est très particulier, parce qu'elle avait une propriété dans le fin fond du Berry, c'est d'ailleurs toujours le fin fond du Berry, à Nantes, voilà. Elle gérait 250 hectares de terre, donc elle parle en connaisseuse. C'est son gros avantage par rapport à tout le monde, finalement. Et à mon sens, c'est le premier texte consciemment, finalement, écologique écrit en France. Le mot écologie datait de 1866 et le texte date de 1872. Voilà, je crois que j'ai à peu près brossé. Vinci, le texte sur l'eau. Oui, oh là là, c'est encore pire que la Pléiade avec Buffon. Ah là, c'est combien de pages? Alors là, donc, tout ce que Vinci a laissé à sa mort au Clos du Cé en bois, ça représentait 15 000 feuillets, car en fait, il a peint 16 tableaux, il a écrit 15 000 feuillets, donc vous voyez tout de suite à quoi il passait son temps, beaucoup plus à écrire qu'à peindre. Et en fait, sa passion à Vinci, c'était la nature. Et il passait ses journées à faire de la géologie, de la botanique, observer, comme l'expliquait tout à l'heure Alain, le vol des oiseaux, etc. Voilà. Et les tableaux, si vous voulez, certains écrivent des livres pour rendre compte de leurs expériences et de leurs recherches, eh bien, on peut dire que Vinci écrivait des tableaux. C'est une sorte de résultat, c'est une sorte de thèse, chaque tableau, sur l'analyse de l'atmosphère, des yeux, des pupilles, cette fameuse Joconde qui, lorsque vous déplacez, vous avez l'impression qu'elle vous suit. C'est une analyse très profonde qu'il a fait du cristallin. Il faut que vous sachiez qu'il a quand même disséqué 30 corps à lui tout seul pour comprendre tout ça. La nuit, dans une cave, il explique très bien. Voilà. Donc tout ça, ces textes réunis en 2 volumes chez Gallimard, les carnets de Léonard de Vinci, font aussi 400 pages chacun. Alors là, il y en a dans tous les sens. Il faut aller à la pêche parce qu'il ne voulait pas faire un traité, il mettait les idées qui lui venaient ainsi. Parfois des très belles pages lyriques, parfois 2 lignes. Voilà. C'est un puits... Bon, je vais être plus direct. Hein. Comment l'avez-vous trouvé? Le texte de l'eau, comment l'avez-vous trouvé? Il avait ambitionné d'écrire un traité sur l'eau, un traité sur le vol des oiseaux, un traité sur les chevaux, un traité sur quasiment tous les phénomènes naturels qu'il observait. Il n'y est jamais arrivé, sur aucun d'entre eux. Voilà. Donc ça, c'est un extrait du traité de l'eau qu'il ambitionnait un jour de finir. Voilà. Mais il le dit lui-même, comme s'il remettait, parfois il s'arrête d'écrire pendant 2 mois, ensuite il s'y remettait. Il dit « J'écris sans ordre, lecteur, ne m'en veuille pas, souvent je vais traiter 10 fois du même sujet. » Voilà, il était assez désordonné. Alors c'est son secrétaire particulier qui a commencé à mettre de l'ordre dans tout ça et qui a réussi à quand même éditer un traité qui est un traité de peinture. Voilà. Mais ce n'est pas Vinci qui l'a collationné, c'est son élève avec ses conseils en fait. Et c'est génial. Daniel, on a fait le tour. On va se quitter pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. Merci beaucoup.